Hey, salut, tire-toi une bûche. Pardon? Bah oui, prends-toi une chaise, rejoins-nous. On a des choses à te raconter. Tire-toi une bûche sur Banise. Rendez-vous en ville pour cette 3e saison. Salut, Cyrielle. Salut Maryse. Saison 3, épisode 2. Hey, t'as-tu visité Toronto? Un podcast de Destination Canada. Aujourd'hui, on s'aventure dans la plus grande ville du Canada, Toronto. C'est la capitale de la province de l'Ontario et elle est posée au bord du lac du même nom. 8h15 de vol direct depuis Paris et seulement 6 heures de décalage horaire avec la France pour découvrir une ville créative et bouillonnante sur la rive ouest du lac Ontario. La réputation de Toronto? Son incroyable diversité. C'est l'une des villes les plus multiculturelles du monde, avec plus de la moitié de ses résidents qui sont nés à l'extérieur du Canada. Ouais, on m'a dit que la ville abrite au moins 200 groupes ethniques qui parlent à peu près 140 langues différentes. Et on avait fait Toronto en famille avec les enfants et puis ils avaient été impressionnés par la variété des accents. Dans cet épisode, on vous partage d'autres anecdotes, nos incontournables et les temps forts de cette métropole. On aura avec nous un des 4 millions d'habitants de la ville. Ce Français installé à Toronto s'appelle Rémi. On retrouve aussi notre ami Sébastien en fin d'épisode pour parler des liens entre Toronto et les communautés autochtones. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens utiles dans la description du podcast. Avant de donner les incontournables de Toronto, j'ai trouvé 3 faits amusants pour lesquels tu vas devoir démêler le vrai du faux, Maryse. Pour commencer, parmi ces 3 affirmations, laquelle est souvent utilisée pour décrire Toronto? Que c'est la capitale mondiale des écureuils, la capitale mondiale des ratons laveurs ou la capitale mondiale des castors? La capitale mondiale des ratons laveurs. Il y en a partout en ville, c'est comme les renards à Londres. Toronto a même dû concevoir des poubelles à l'épreuve des ratons laveurs, vu qu'ils sont connus pour leur intelligence et leur habileté à ouvrir presque tous les types de poubelles. Et vrai ou faux, les îles de Toronto ont-elles toujours été des îles? Ben, c'est faux. Toronto est posé au bord du lac Ontario, mais à l'origine, ces îles étaient juste des simples bancs de sable mouvants qui étaient reliés à la terre. Et puis après un orage, fin 1800, les courants du lac qui ont tellement repoussé le banc de sable que ça a fini par créer des îles. Donc, je vous recommande vivement d'aller les explorer d'ailleurs. Ces 15 îles sans voiture sont idéales là, pour une balade en vélo, par exemple, ou un tour en bateau. On y trouve des plages avec des aires de barbecue, des filets de volée et même un parc ornithologique. Donc, il suffit de prendre un ferry depuis la gare maritime Jack Layton au large de Queens Quay pour s'y rendre en 15 minutes chrono. Pour terminer, vrai ou faux, est-ce qu'il est possible de parcourir Toronto sans mettre le nez dehors? Ben, c'est vrai, mais même plutôt faux, je m'explique. Donc, il y a plus de 70 bâtiments connectés au Path, qui est une sorte de ville souterraine pour faciliter la vie hivernale. Il y a 6 stations de métro, 3 centres commerciaux, 9 hôtels qui sont reliés. Ça permet de couvrir une bonne partie de la ville, mais pas toute. Comme tu le disais, Toronto est très étendu. Il n'y a pas vraiment de centre-ville, donc il faut prendre le tramway ou un taxi pour aller dans les quartiers vraiment sympathiques. Pour se rendre à Toronto, rien de plus simple. Les Français bénéficient d'un vol direct depuis Paris avec les compagnies aériennes Air Canada et Air France, voire même Air Transat selon la saison. Ces compagnies aériennes relient Charles de Gaulle à l'aéroport Pearson. Il y a une navette ferrée pour éviter les bouchons quand vous arrivez à Toronto. C'est la Union Pearson Express qui relie l'aéroport au centre-ville en 25 minutes. Une fois sur place, c'est un très bon point de départ pour un séjour au Canada. Vous pouvez louer une voiture, mais aussi vous laisser charmer par un autre mode de transport, plus doux, comme le train. Le tronçon régional de Via Rail s'appelle le Corridor. C'est pas panoramique, mais c'est confortable et fonctionnel pour relier les grandes villes de l'Est canadien, comme les chutes du Niagara, Ottawa, Montréal et la ville de Québec. Avant de quitter Toronto, place aux incontournables. Pour moi, ça commence par prendre un peu de hauteur sur la métropole en montant à la Tour CN. C'est la meilleure vue de Toronto à 346 mètres de haut. Vous pouvez faire le tour derrière les parois vitrées ou faire la promenade extérieure la plus élevée au monde
attention, jeu de mots, ça s'appelle l'Audacieux. Et vous êtes attaché donc à la tour par un baudrier de sécurité. Il y a aussi un restaurant panoramique rotatif qui vaut le coup à midi pour apprécier pleinement la vue. On peut voir une de mes parties préférées de la ville, les îles de Toronto. Et par un temps, quand le temps est vraiment dégagé, là, on va aussi jusqu'aux chutes Niagara. La tour est située au cœur du quartier Entertainment District, qui regroupe, comme son nom l'indique, les grands divertissements de cette ville qui est très sportive. Vous avez le Rogers Centre pour le baseball, le Scotiabank Arena pour le basket et le hockey selon la saison. Mais on en reparlera tout à l'heure. Je vous conseille aussi d'aller à côté, au marché St. Lawrence, qui est le plus ancien marché de Toronto. Il a 2 étages et on peut s'y attarder des heures entre les étals de produits locaux, les épiceries bio, il y a des antiquaires, des brûleries de café et de quoi manger sur le pouce. J'avais découvert le P-Meal Bacon Sandwich, qui est le sandwich de Toronto. C'est un burger au bacon enrobé de farine de maïs. Et pour les becs sucrés, il faut absolument goûter la tarte au beurre. C'est une pâtisserie toute simple mais vraiment gourmande. À Toronto, j'adore aussi le quartier historique de Distillery District. C'est un quartier piétonnier sur le site d'une ancienne usine de whisky. C'était en fait la plus grande distillerie au monde en son temps. Les bâtiments industriels puis les rues pavées, là, ils nous transportent au 19e siècle. Mais maintenant, c'est un haut lieu de la créativité avec des galeries, des ateliers d'artistes, des théâtres, une 40aine de boutiques locales, plein de cafés, restaurants sympas. Le marché de Noël et le festival hivernal Les Lumières de Toronto s'y tiennent, comme beaucoup d'autres festivals et événements d'ailleurs. Et moi, je suis fan de la Graffiti Alley. C'est une galerie d'art en plein air, en constante évolution. Elle s'étend en parallèle de la rue Queen Street West, entre les avenues Spadina et Augusta. Des artistes ont tagué les back alleys avec des graffitis magnifiques. Et dans les rues principales, il y a plein d'ateliers de créateurs. Pour terminer, il faut aussi qu'on vous parle de Kensington Market. C'est un des quartiers les plus colorés et culturellement uniques à Toronto. On y trouve des boutiques complètement excentriques ou vintage, il y a des cafés enchanteurs, des restaurants de cuisine de rue du monde entier. C'est une ambiance bohème exaltante, un vrai bijou. Pour vivre la ville au plus près des habitants, qui mieux que des Français installés depuis plus d'1 an pour nous en parler? Dans cette 3e saison de Tire-toi une bûche, ils sont nos experts. Pour Toronto, on a rencontré l'expatrié Rémi Ougier, qui est créateur de contenu. Salut Rémi! Bonjour! Merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu présenterais Toronto à quelqu'un qui n'y a jamais mis les pieds? Alors, c'est vrai que Toronto, c'est une ville dont on n'entend pas forcément beaucoup parler du côté France. Toronto, en 3 mots, je dirais que c'est très impressionnant de par ses buildings. C'est très multiculturel aussi comme ville, parce qu'on croise des gens du monde entier, je trouve, dans cette ville. Et c'est très quand même américain. Elle est souvent nommée comme le petit New York du Canada, donc c'est vrai que ça fait partie des 3 mots que je donnerais pour décrire cette ville. Si la ville avait un son, ce serait lequel? Eh ben, le bruit des sirènes, puisque je trouve que c'est des sirènes qui sont complètement différentes de celles qu'on a en France. Et elles sont super fortes, on les entend vraiment très loin dans la ville. Donc vraiment, c'est le bruit des sirènes qui pourrait avoir le son de Toronto, je trouve. Pour toi, si la ville avait une odeur, ce serait quoi? Il y a quand même beaucoup d'odeurs de fast-food dans la ville. On sent souvent, quand on passe à côté d'un restaurant, l'odeur du fast-food. Et ça représente pas mal aussi quand même la gastronomie ici à Toronto. Donc c'est pas mal comme odeur pour décrire Toronto. Et alors, à l'origine, qu'est-ce qui t'avait incité à t'installer à Toronto? Alors, nous, avec mon copain, du coup, quand on a décidé de partir vivre au Canada, on voulait vraiment aller dans un endroit anglophone. Et c'est, je pense, la principale raison qui nous a amenés ici à Toronto, puisque on était quand même du côté anglophone du Canada, tout en restant dans la partie est du pays et du coup, beaucoup plus proche de certains autres endroits au Canada intéressants comme Montréal, le Québec, mais aussi proche de certaines villes intéressantes aussi aux États-Unis, avec tout l'est des États-Unis qui pourrait être assez cool à découvrir. Donc je pense que c'est cet ensemble de facteurs qui ont fait qu'on est venu à Toronto et ça restait une ville qui avait l'air vraiment dynamique au niveau du travail aussi et aussi au niveau de la vie sur place, quoi. Il y a quelque chose qui t'a surpris en arrivant? Je pensais tomber dans une ville immense et en fait je me suis surpris à découvrir une ville qui est assez accessible à pied en fait. Je trouve qu'on fait quand même pas mal de choses à pied et que c'est pas si grand que ça en fait la ville.
Donc il y a plein de quartiers différents, mais nous on se balade beaucoup en vélo ou à pied. Donc c'est vrai que dans un premier temps on peut être impressionné par ce côté énorme de la ville avec tous ces buildings, mais en fait on s'y repère très facilement et très vite. Et c'est quoi ton quartier préféré si t'en as un? J'aime beaucoup la partie ouest de la ville, tout ce qui va être Queen West, tous les parcs à l'ouest aussi, puisqu'il y a beaucoup de vie qui se passe là-bas. Il y a beaucoup de petites boutiques, il y a beaucoup de petits restaurants, des petits bars très sympas. Et je trouve que c'est un quartier qui est vraiment hyper animé, notamment le week-end. Il y a vraiment beaucoup de gens qui s'y baladent. Et il y a pas que des boutiques, il y a aussi des parcs qui sont intéressants aussi pour se poser. Donc c'est super cool comme quartier, la partie ouest. Et quel est le coin de la ville, pour toi, ton coin préféré pour aller te ressourcer? Alors, j'en ai plusieurs. Et j'allais dire dans un premier temps, j'aime beaucoup le quartier de Rosedale pour son côté très résidentiel et très calme. Du coup, c'est un quartier avec beaucoup de maisons et donc beaucoup d'endroits assez calmes. J'aime aussi du coup dans ce quartier-là, il y a un parc qui s'appelle Evergreen Brickworks, qui est en fait du coup une ancienne fabrique de briques qui a été réhabilitée du coup et qui a été réaménagée pour en faire un parc super verdoyant du coup à quelques minutes du centre-ville. Donc ça, j'aime beaucoup aller me balader là-bas ou faire un footing là-bas. Et sinon, j'aime aussi beaucoup aller me balader au bord du lac et sur les îles de Toronto. Et ça, j'avoue que c'est hyper dépaysant parce que on oublie vraiment que derrière, il y a toute une ville immense. En fait, juste quand on se tourne vers le lac Ontario, on a vraiment un champ des possibles inimaginable. Donc c'est juste super ressourçant d'être au bord du lac. Et à l'inverse, quand tu as envie de faire la fête ou d'aller à un événement un peu plus festif, c'est où que ça se passe? Alors, je dirais que l'endroit le plus festif de la ville, ça reste King West. C'est la rue où il y a le plus de bars et de boîtes intéressantes. Ça fait partie des endroits les plus intéressants pour sortir le soir. Et est-ce qu'il y a un festival ou un événement en particulier auquel tu conseillerais à nos auditeurs de participer s'ils étaient à Toronto au bon moment? Je pense que le plus gros événement dans la ville, ça reste la Pride, qui a lieu fin juin. Et je pense que c'est une des plus grandes Pride du Canada et en tout cas le plus gros événement qu'il y a ici à Toronto. Et ça se passe du coup sur un week-end du vendredi au samedi, mais c'est étalé aussi sur tout le mois de juin avec plein d'autres événements qui ont lieu à différents endroits. Et sinon, le week-end de la Pride, c'est vraiment toute la ville qui est dans la rue. Il y a il y a un défilé du coup, et il y a aussi plein de fêtes. Et on croise vraiment des personnes de tous les horizons, en fait. C'est pas réservé juste aux personnes de la communauté. C'est vraiment tout le monde qui va faire la fête, qui est uni et tout. Et je trouve ça vraiment juste incroyable. Donc, je pense que c'est l'événement à ne pas louper à Toronto, surtout en été. Moi, j'avais adoré la Pride parce que c'est vraiment sur un mois, comme tu dis. Et c'est étonnant comment tous les commerces jouent le jeu. Et puis, quand tu sors du commerce, au lieu de te dire au revoir, ils te disent Happy Pride Month! Exactement. C'est étonnant, hein? Une dernière question pour toi. Si on devait ramener un souvenir de la ville de Toronto, ce serait quoi? Alors, ça peut être un très beau souvenir de graver votre passage à Toronto par un petit selfie à la CN Tower. Eh ben, merci beaucoup pour ton temps, Rémi. Ça nous a fait très plaisir d'avoir tous tes bons conseils. Merci à vous, c'était super cool. Si on parlait des temps forts à Toronto, Cyrielle, tu penses à quel événement? Toronto vit de nombreux festivals, mais c'est difficile d'en nommer un seul qui soit iconique. Pour moi, le TIFF, Caribana ou Pride Toronto sont tous exaltants. Pour les gourmands, j'ai été attirée par le Winterlicious, qui est un peu comme le Toronto Taste, mais en version hivernale, parce que ça illustre bien le côté multiculturel de la ville, qui a d'ailleurs reçu ses premières étoiles Michelin en 2022. À Winterlicious, on vous propose des menus à prix fixe qui incluent une entrée, un plat principal et un dessert dans certains des restos les plus renommés de la ville. Oui, il y a tellement d'événements à Toronto. Ce qu'on célèbre, c'est principalement l'ambiance créative. Le festival Design Théo, en janvier, c'est un peu l'antichambre du festival de design de Milan, mais accessible et sans chichi. Et Toronto, c'est aussi l'endroit parfait pour assister à un concert de musique live, à une pièce de théâtre, d'opéra ou même un orchestre symphonique. Et pour les sportifs, entre septembre et avril, il faut absolument assister à un match de hockey des Maple Leafs de Toronto. La frénésie du hockey au Canada, ça se vit, c'est un moment mémorable en famille.
ou entre amis. Toronto, c'est aussi la seule ville canadienne à avoir une équipe de basket dans la NBA, les Raptors. Et si vous visitez Toronto l'été, pensez à la première équipe de baseball du pays, les Blue Jays. Et puis Toronto, c'est qu'à 1h30 des chutes du Niagara, alors on vous recommande aussi le Niagara Ice Wine Festival. C'est un festival dédié au vin de glace qui est produit dans la vallée du Niagara et reconnu dans le monde entier. Le festival se tient au moment des vendanges en janvier et c'est un événement mémorable pour tous les amateurs de vin. Pour clore cet épisode, quels sont les liens entre Toronto et les communautés autochtones du Canada ? On en parle avec notre ami Sébastien Desnoyers-Picard, vice-président de l'Association touristique autochtone du Canada. Salut Seb! Bonjour Sébastien, Coué, bonjour. merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, on parle de Toronto. Est-ce que tu as des lieux à nous partager, des lieux autochtones à Toronto? Tu voudrais nous faire découvrir? Toronto est une ville qui est un grand centre névralgique des nations autochtones, évidemment, comme on le sait, mais qui n'a pas beaucoup d'expérience touristique autochtone. On doit se le dire. Il y a quelques restaurants, des chefs culinaires, évidemment. Il y a quelques chefs autochtones qui travaillent dans des restaurants qui ne sont pas de propriété autochtone. Donc, je veux faire une différence entre les deux. Mais évidemment, on le sait que l'aéroport de Toronto est un centre, évidemment, un carrefour giratoire très important pour nos nations, comme évidemment, on le sait que c'est la transition vers plusieurs de nos autres communautés. Mon premier lieu, par contre, quand on est à Toronto, pour moi, c'est sûr qu'on va faire un petit tour en paddle. Quand on est avec Osha Osha, sur le lac Ontario, la vue magnifique du downtown Toronto, en paddle. On part en paddle, on va en profiter sur l'eau, vous pouvez amener un petit cocktail. Vous avez la vue, un magnifique sunset, un beau coucher de soleil avec la magnifique vue sur downtown Toronto, vraiment. Sinon, quand on est évidemment à Toronto, souvent le grand carrefour, qu'est-ce qu'on va faire comme expérience touristique? On va s'en aller vers Niagara. On le sait, souvent les gens font Toronto, Niagara, hop, on va faire un petit croche vers Montréal, on va descendre Québec et autres, peut-être faire la Gaspésie, hop. Mais quand on s'en va vers Niagara, pour moi, on est à peu près 1h30, mais Six Nations, la nation qui est de proximité avec Toronto, qui a vraiment des expériences pour moi qui sont super fantastiques, super attrayantes. Pour moi, le restaurant là, de Tanya Brandt aussi, Yahweh-Kong, qui est pour moi, tu sais, vraiment un bel endroit, un beau stop pour faire une culture autochtone. On vient déguster certains des produits du terroir autochtone. Pour moi, c'est sûr, après ça, quand on est dans la communauté, le site historique, on va visiter la Maison Longue, l'habitation traditionnelle des peuples iroquoiens, évidemment, qui étaient sur place. Évidemment, ici, on est sur le Mississauga New Credit, une des communautés Six Nations, évidemment. Donc, avec le site historique de Kayanase, bon, pour moi, c'est super intéressant d'aller visiter parce que, pour la famille, c'est intéressant aussi d'aller visiter comment c'était fait, la préservation, comment il dormait, les grosseurs des maisons longues aussi, qui est un élément fantastique pour moi. Et on va aller voir le Woodland Cultural Center, on en apprend sur la préservation, comment on préserve maintenant aujourd'hui, surtout en 2024, la préservation de la langue, de la culture, comment on garde ça en vie, comment on fait la passation du savoir, des transmissions des savoirs. Après ça, évidemment, il y a la chapelle Mohawk, qui est un autre place qui est super intéressante. Évidemment, on sait l'histoire des pensionnats autochtones, on sait l'histoire peut-être pas tout le monde la connaît, mais vous allez l'apprendre en venant visiter la chapelle, mais il y a une grosse histoire catholique quand même au Canada avec les pensionnats indiens et l'histoire des églises, les pensionnats qui ont été forcés par l'Église catholique et le gouvernement du Canada. Donc, on va venir en apprendre davantage et qu'est-ce qui en découle de tout ça et les impacts aujourd'hui sur la réconciliation et pourquoi on en parle davantage. Donc, pour moi, ça, c'est un volet qui est quand même intéressant. Et Seb, au départ de Toronto, est-ce qu'il y aurait d'autres destinations autochtones qu'on pourrait découvrir? Il y en a tout plein de Toronto, comme c'est un gros hub, évidemment, pour toutes les destinations au Canada. Mais je te dirais que la grosse destination qu'on veut essayer à partir de Toronto, on va s'en aller à Yellowknife, au territoire du Nord-Ouest. On peut voler, évidemment, avec Air North. On peut voler avec notre partenaire Canadian North ou voler avec Air Canada. On va aller sur les abords du Great Slave Lake, le 4e plus gros lac qui existe au Canada. Et c'est là qu'on va aller vivre les aurores boréales.
les magnifiques aurores boréales. Donc là, on parle d'activités septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Un des plus gros joueurs, évidemment, sur place, Aurora Village, vous allez souvent avoir leur tipi. Il y a plusieurs tipis qui sont sur place. On a un restaurant sur place. Il y a des petits véhicules aussi que vous pouvez avoir, des petites chaufferettes pour se garder au chaud avec des petits doudous par-dessus. On peut faire aussi du traîneau à chier, il y a des glissades, vous allez faire de la raquette. Et vous savez qu'au territoire du Nord-Ouest, il y a à peu près 95% de chances de voir les aurores boréales quand on y va, puis qu'on passe au moins 3 jours. Touga Adventure, une autre belle place aussi, si vous voulez aller faire du traîneau à chien. Vous avez Satu Adventures aussi avec James McPherson, si vous allez aller voir aussi, d'aller en vivre davantage de culture autochtone, apprendre à faire des mitaines ou autres, vivre sur le terrain, apprendre à survivre en terrain. North Star Adventure, je peux pas passer à côté de Joe the Aurora Hunter. Joe est magnifique parce que quand vous voulez sortir sur le territoire, aller vivre avec lui, puis aller vraiment parcourir du terrain et trouver les aurores là où il y en a pas. Vous pouvez aussi vous rendre avec North of 60. Je suis allé là, ils font du traîneau à chien également. Vous pouvez faire de la pêche sur glace. On a Bucket List Tour aussi qui sont à Yellowknife. Donc, quand vous êtes à Toronto, oui, il y a beaucoup de choses à visiter au Canada, mais pour moi, d'aller visiter le Nord, l'attraction nordique, le peuple, les gens, et de communiquer avec eux et d'en apprendre davantage sur les cultures des Premières Nations métisses et Inuits en haut. Tellement la peine. Donc, je vous invite chaudement à aller visiter les territoires nordiques. Merci beaucoup, Seb. À très bientôt. Bye. Le podcast Tire-toi une bûche est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. On espère que cet épisode vous a plu. On vous a encore parlé de beaucoup de choses, alors cliquez sur tous les liens utiles qu'on a pu vous mettre en description de l'épisode pour planifier votre voyage au Canada. Si vous avez aimé, abonnez-vous à notre podcast sur les plateformes comme Castbox ou Apple Podcast et notez-le. Continuez à nous laisser vos commentaires et surtout, parlez-en autour de vous. Merci et à la prochaine!